Hier, dans le cadre de la première de ces leçons, de ces conférences, j'ai concentré l'étude sur le rapport entre Hegel, notamment la phénoménologie de l'esprit, mais aussi la réelle philosophie de 1805 et la question du sacrifice. Aujourd'hui, je ne répéterai pas, mais on peut y revenir dans le cadre de la discussion, je ne répéterai pas les grandes lignes que j'ai esquissées hier, surtout parce que je veux pénétrer dans la seconde des grandes œuvres que j'ai mis un peu au programme de ces conférences, et c'est effectivement Heidegger. Je souhaiterais, en ce sens, souligner, marquer, déployer au sein de la pensée heideggerienne, à la fois dans Être et temps, mais aussi, et là à partir de la conférence Temps et Être, le déploiement d'une question du sacrifice profondément originale et à distinguer radicalement de celle de Hegel, de celle du sacrifice spéculatif tel que nous l'avons vu hier. Alors, je vais commencer avec des considérations un peu générales, mais qui deviendront très vite importantes pour l'analyse que je proposerai de temps et être, pour ensuite entrer évidemment dans être et temps. Je commencerai avec des considérations préliminaires générales sur Heidegger, que vous connaissez très certainement, mais elles sont importantes afin de situer un peu l'entrée dans ce texte très difficile qu'est temps et être. Alors, nous le savons tous, ontothéologie est l'appellation que Heidegger réserve non seulement au mouvement d'une synthèse, je vais très vite, non seulement au mouvement d'une synthèse entre théologie et ontologie, mais aussi, et c'est ce qui nous intéressera davantage, depuis celle-ci, à toute la tradition qui aura repris, développé, déployé, élaboré la tâche de penser l'être comme, je cite Heidegger, comme raison d'être, cause ou fondement, et où, comme nous le savons, une prima aut ultima ratio nécessairement s'imposait à la pensée. Et ce mouvement, qui est un mouvement donc de réduction, ce mouvement dont Heidegger n'hésitera pas à souligner qu'il s'établira et s'affermira par bonds discontinus, césure, interruption, se profilera, selon Heidegger, jusqu'à Hegel, que nous avons tenté de déployer hier, voire même jusqu'à Nietzsche, comme nous le savons, pour Heidegger, Nietzsche est le dernier représentant de la métaphysique, le dernier représentant de cette mouvance ontothéologique, dont la force, là je vais très vite encore, pardonnez-moi, dont la force aura été de lui faire subir à cette même tradition une ultime transformation en la renversant. Alors, ce mouvement ontothéologique signifiera une certaine pensée de l'être, la pensée de l'être, j'ose dire, et ce sera encore à Hegel que la tradition aura laissé le soin de l'expliciter, selon Heidegger, se constituant en et pour soi-même comme le vrai, la vérité, qu'il faut concevoir, et là je cite Hegel, non pas seulement comme substance, mais tout aussi bien comme sujet. Préface de la phénoménologie de l'esprit, et donc comme le concept même de la philosophie, en ce que ce concept, nous l'avons vu hier, désigne la compréhension absolue de l'être en tant que, et là je cite Heidegger sur Hegel dans le texte intitulé Phénoménologie de l'esprit de Heidegger, comme fondement incontesté et incontestable de l'état. En ce sens, pour Heidegger, et en reprenant ce mot ontothéologie, en ce sens, la théologie ne saurait représenter un versant de la métaphysique à côté de l'ontologie. La théologie se dirait bien plutôt comme une dimension intimement liée, voire absolument constitutive de l'ontologie. Autrement dit,
et en suivant encore ce développement, il nous faudrait affirmer que l'ontologie est la théologie, tout comme la théologie est l'ontologie. Or, de ce mouvement, et nous le savons très bien, dès Être étant, même avant en fait, il sera revenu à Heidegger non pas simplement de le relever en le nommant, mais aussi en le déconstruisant, de lui faire exprimer une autre parole que celle qui s'y laissait depuis toujours traditionnellement entendre. Une autre parole. Là, je parle déjà comme le dernier Heidegger. Une autre parole où se dirait une vérité, je mets entre guillemets, comme Heidegger le fait parfois, une vérité, puisque pour Heidegger, la question de la vérité sera très radicalement redéfinie, repensée, qui ne serait plus essentiellement l'œuvre d'une activité représentative, où le fondement serait l'unique lieu du vrai. Une autre parole, donc, qui, sans nier ou dénier le déploiement de l'ontothéologie, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler. Heidegger n'est pas simplement dans la simple négation de l'ontothéologie, c'est tout le contraire, au fait, viendrait et proviendrait de ce que Heidegger nomme, dans Qu'appelle-t-on penser, l'envoi de l'être, parviendrait de la voie de l'être, encore une citation de Qu'appelle-t-on penser, et surviendrait du don de l'être, là c'est temps et être, comme accueil originaire de la vérité. Plus qu'un simple renversement du déploiement ontothéologique de la métaphysique, ce déploiement où se dispense la vérité comme justification du fondement, il s'agira pour Heidegger de penser, là on rentre dans temps et être, de penser l'Ereignis. L'Ereignis qui est traduit, et que je vais utiliser cette traduction, comme l'événement appropriant, et en me réclamant de la toute fin de temps et être, j'ajouterai à cette traduction l'événement appropriant et dépropriant. Je pense que c'est très important, notamment quand on voit ce que Heidegger fait avec le terme Ereignis à la fin de temps et être. Il y inscrit à la fois l'appropriation, mais aussi la dépropriation. Bon, ça, on le verra. Où la vérité se pense non plus comme adéquatio, jugement, élaboration du fondement, mais bien plutôt depuis le lieu où elle se dit en un double mouvement. Et là, c'est la grande thèse de Heidegger sur la vérité, le double mouvement de scellement et de décellement, en réinterprétant évidemment l'aletheia. C'est-à-dire d'occultation et de désoccultation comme mise en présence, Anwesenheit, mise en présence ou venir en présence de la présence. En ce sens, la présence, Anwesen, ce sera toujours déjà rétracté du présent subsistant, et donc ce sera ainsi préservé de son épuisement dans l'Anwesende. Et c'est toujours la même, j'hésite à dire dichotomie, mais pour aller vite, la même dualité que l'on retrouve chez Heidegger. Sein, Seiende, Anwesen, Anwesende. C'est précisément ce double mouvement de scellement et de décellement au cœur même de la présence et ainsi retiré du présent qu'Heidegger entendra en soulignant qu'il s'agit désormais de penser à partir du lieu où la vérité se dit en une, et là je cite encore qu'appelle-t-on la vérité, légende de l'être, comme vérité de l'être, Wahrheit des Seins. Or, dans ce chemin de pensée qui va de l'ontologie fondamentale de Sein und Zeit à la pensée de l'être, amorcée dans les écrits dits de la période du tournant, et notamment dans les Beiträge, qui ont été traduits, évidemment, je crois, par François Fédier, dans les Beiträge, avant d'être amplement déployés dans le texte de 1956 sur Seinsfrage, sur la question de l'être,
est radicalement engagé dans celui que nous allons travailler un petit peu aujourd'hui, de 1962, Zeit und Sein. Zeit und Sein. Heidegger reprendra l'entièreté de la métaphysique qui se sera constituée en ontothéologie en vue d'y éveiller, au-delà d'elle et en elle, ce que cette tradition voile et dissimule, et dont le voilement et la dissimulation constituent précisément ce qu'elle est. Et ce, afin de remonter vers une donation autre. Bon, je vais tenter d'interpréter tout ce texte de Zeit und Sein à partir de la question de la donation, du don, afin de remonter vers une donation autre et plus ancienne que celle du fondement de l'ontothéologie, dont nous comprenons ce fondement se sera présentifié donc dans la dissimulation et l'occultation de cette donation immémoriale, demeurée ainsi impensée, là vous retrouvez tous les mots très familiers chez Heidegger, et toujours à venir, futurité. Il s'agira même de penser, et là évidemment je cite Acheminement vers la parole, d'une façon encore plus grecque, d'où se déploie, sans s'y épuiser ou s'y réduire, ce qui est grec. Pensez d'une façon encore plus grecque, d'où se déploie, sans s'y épuiser ou s'y réduire, ce qui est grec. D'où la complexité de cette autre pensée, de cette autre parole. Et c'est là le point d'amorce de Zeit und Sein. Vous aurez remarqué que dans Temps et Être, je ne vais pas apporter le texte, mais dans Temps et Être, au tout début, il dit qu'il veut déployer un logos de la monstration. C'est tout à fait nouveau, ça, c'est très, très intéressant. Comment dire cette donation autre ? Tout l'enjeu de Zeit und Sein, c'est la diction de cette donation autre. Comment dire dans le langage cela même qui ne saurait se traduire sans se réduire par le langage ? Comment laisser se dire la vérité de l'être sans irrémédiablement trahir dans ce qui est dit ce qui s'y dit ? Alors, cette question, qui est la question introductive de Zeit und Sein, et dont la visée commande tout le rapport. C'est pour ça que Zeit und Sein est véritablement un texte renversant, même pour Heidegger lui-même, dont la visée commande tout le rapport qui s'établira entre la pensée de l'être et la tradition ontothéologique de la métaphysique. Heidegger lui aura accordé une importance incontournable en marquant en quoi elle demeure l'inlassable tâche de la pensée. Elle exige de détourner le regard de là où celui-ci s'appliquerait à conformer l'être à partir de l'étant et qui par conséquent chercherait à déterminer l'être en le traduisant en fondement de l'étant, et ainsi penser le sens de l'être, souligne Heidegger, demande que soit abandonné, c'est son mot, abandonner, vous voyez le jeu avec donation, abandonner, la réduction et la traduction de l'être en fondement de l'étant, et donc que soit libérée une pensée authentique de la donation. Et en effet, Heidegger le souligne, il le souligne dans Zeit und Sein, je cite, dans la traduction aussi de Fédier, je crois, Temps et Être est traduit par Fédier, l'être, le penser en propre, demande de détourner le regard de l'être, pour autant qu'il est, comme dans toute métaphysique, seulement penser à partir de l'étant, et fonder en vue de l'étant, comme fonde l'étant. Penser l'être en propre demande que soit abandonné l'être comme fond de l'étant en faveur du donné, de la donation, du donné. L'être, se déployer en présence, devient tout autre.
En tant que laisser se déployer dans la présence, il a sa place dans la libération hors du retrait. Mais en tant que don de cette libération, il reste retenu dans le donné. L'être n'est pas. De l'être, il y a, en tant que libération hors du retrait d'un déploiement en présence. Je ferme la citation. Qu'est-ce à dire ? Rien de moins que ceci. Le donné implique de penser sa propre rétraction, là où il se donne, et dans le double mouvement de son retrait et de son don, l'instant où se laisse se déployer en présence l'être. Ainsi, Heidegger chemine-t-il vers une pensée de la donation qui est uniquement et exclusivement approchée en tant que don qui ne donne que son don. D'un don qui ne donne que son don et qui, à la fois et simultanément, s'y retire et s'y soustrait, s'y rétracte et s'y dissimule, ouvrant donc au jeu, et là je reprends évidemment le terme que Heidegger utilisait dans son grand texte sur les concepts fondamentaux de la phénoménologie, donc au jeu où ne fait que se donner, ne fait que s'envoyer l'envoi de ce qui a être, ce qui est. L'envoi de ce qui a être, ce qui est. Et cette pensée du don, Heidegger lui attribuera le nom particulier en lequel sera gardée et sauvegardée toute la teneur de sa détermination propre, c'est évidemment le Es gibt. Donc quand Heidegger dit « l'être n'est pas », c'est pour accentuer cette donation qui ne donne que son don par le Es gibt. Zeit und Sein déploiera cette accentuation du geste. Et ce, parce que ce texte marquera, en problématisant le primat du présent et en questionnant la prévalence de la présence, l'exigence d'ouvrir l'histoire de la métaphysique, non pas simplement à l'impensé de son développement, et donc à la provenance de ce qu'elle aura incessamment voilé et dissimulé, mais aussi et surtout à savoir le lieu d'où se donne sa propre mise en présence. Donc ce n'est pas juste un geste de déconstruction, de destructio, c'est véritablement un geste presque, j'hésite à dire le mot, mais en tout cas c'est un geste presque de construction d'un langage autre pour ce lieu où se donne sa propre mise en présence. Ainsi, ce texte commandera rien de moins que de penser la donation en son irréductibilité propre. Il s'agit donc de reprendre le tout de l'histoire de la métaphysique, non seulement en soulignant en quoi et pourquoi l'être y aura été caractérisé comme présence, mais questionner la présence elle-même en recherchant en elle le là d'où elle vient et donc en la pensant depuis un tout autre événement, le Es gibt, ce qui a été traduit par l'Ilia. Citons encore Heidegger, dans Zeit und Sein, de l'étant nous disons « il est ». Pourtant, le regard sur la question « être » et sur la question « temps », nous restons circonspects. Nous ne disons pas « l'être est », le temps est, mais il y a être et il y a temps. Passage très connu de cette conférence. Précisons déjà que Heidegger entend dans le Es gibt le donner, et donc en pensant l'Ilia du temps et l'Ilia de l'être, il pense l'Ilia dans cela même qui donne être et temps. Ainsi, c'est à même le Es gibt entendu comme donation qu'il faudra penser être et temps. Et en ce sens, la provenance de être et temps. Le Es gibt est donc la matrice même de la donation de être et temps. Et évidemment, le mot important ici, c'est le et entre être et temps. Ce qui se pense au cœur du Es gibt est donc double et dédoublé. D'abord, le Es gibt Sein, il y a être, exige de penser en quoi et pourquoi la présence se rétracte de la présence,
en se donnant par là même en présence. C'est dire qu'il commande de penser le retrait en l'être de l'être. Et donc l'être déjà s'occultant en lui-même là où il se donne en mise en présence de la présence. En vérité, il y va d'un double mouvement où à la fois l'être se retire de la présence et où déjà l'être se retirant de ce dont il se retire, accentuant ainsi sa propre occultation en lui-même, se donne purement en tant que destinement, ou d'où le laisser se déployer de la présence s'offre. Évidemment, le mot destinement sera ici important. Or, il faut ici remarquer, car cela affectera et redéfinira tout le rapport que Heidegger entretiendra avec l'histoire de la métaphysique ou l'histoire de l'ontothéologie, que le Es gibt Sein constitue le caractère épocal de l'être. Or, époque, ici, ne saurait s'entendre comme un moment de l'histoire ou comme un instant dans une continuité chronologique pour Heidegger. Le Es gibt Sein, il y a être, en tant qu'il signe l'épocalité de l'être, est le trait originaire du don de l'être. Il est le, je cite Heidegger, se tenir chaque fois auprès de soi de l'être, je ferme la citation, se rétractant en lui-même et offrant par là même, je cite encore Heidegger, l'éclaircie d'où se donne sa donation propre, c'est-à-dire d'où s'ouvre l'être en vue de son historialité propre, son destinement propre. C'est ce que Heidegger nomme le destiné. Schicken, le mot. Destiné. Je vais citer le passage. Le donné qui ne donne que sa donation, mais qui, se donnant ainsi, pourtant se retient et se soustrait, un tel donné, nous le nommons destiné. Schicken. C'était dans, évidemment, Zeit und Sein. Et donc, correspondre à l'être. Se maintenir au plus proche du don de l'être ne saurait jamais signifier sa saisie spéculative entière, si vous avez toute la différence d'avec Hegel. Dans cette question du retrait, précisément. Ce qui est saisi dans le destiné, c'est bien plutôt le laisser être le don se donner en présence, tout en ne saisissant que ce qui s'y donne. C'est dire en délaissant le don toujours à sa liberté rétractive propre. Alors ici, le grand interlocuteur, c'est pas Hegel, c'est Schelling. C'est le Schelling de l'essai sur la liberté. Le destiné, donc, en ce qu'il destine le déploiement de la présence, garde et sauvegarde la source innommable et inapparente de sa donation, qui est, je cite Heidegger, don de l'être, donation de l'être. Ce qui signifie ceci, le destiné est toujours antérieur, mais une antériorité futurale, au moment où l'être est réduit à n'être que le fond présent de l'état. D'où l'exigence de penser ce destiné, ce Schicken de l'être, comme l'adresse à l'histoire de son déploiement et la rétraction de cette même histoire. Histoire qui n'aura ainsi conservé que les traces, les présentifications, les apparitions reçues dans et par ce destinement. D'où la question que Heidegger n'hésite pas à soulever dans Zeit und Sein. D'où l'être se destine-t-il ? Et vous avez lu Zeit und Sein, c'est un texte qui ne cesse de repousser plus loin la question de cette origine. D'où l'être se destine-t-il ? Qu'est-ce qui destine le don de l'être en son déploiement en présence ? Et qu'est-ce qui accorde le laisser se déployer de la présence ? Je pourrais ici multiplier les formulations de cette question. En vérité, cette question vise cela même qui se destine et donc commande de penser au cœur de ce qui donne l'être en présence. Je rappelle le passage de Zeit und Sein. Mais comment nommer le « il » qui donne l'être ? Le « il y a », le « es » de Gipt, de « es gibt ».
La remarque introductive à propos du rapprochement de temps et être faisait signe vers le fait que l'être, en tant que ousia, en tant que présence, était marqué dans un sens non encore déterminé par une caractéristique temporelle et donc par le temps. De là, il n'y a qu'un pas à présumer que le « il », donc le « S », qui donne être, qui détermine l'être comme approche de l'être et comme laisser l'être se déployer en présence, pourrait bien se laisser trouver en ce qui, dans le titre « temps et être », se nomme « temps ». Donc il commence avec l'être et il va vers la question du temps. Il s'agira ainsi de penser au plus près du destiné de l'être et d'approcher le S de Es gibt sein en l'ouvrant aux données du temps, à la donation du temps. Or, il ne faudrait point croire ici que Heidegger cherche à déceler un quelconque fondement au destiné de l'être. La citation souligne bien qu'il nous faut penser le temps à partir de ce qui se signifie dans Zeit und Sein. Et donc il nous faut penser le temps tout autrement que ce que nous y aurons entendu dans l'histoire de l'ontothéologie. C'est-à-dire tout autrement que comme fondement. En ce sens, le temps ne se signifiera nullement comme le fondement du destiné de l'être. Bien plutôt, à même le destiné de l'être, il s'agira ici de redoubler la question de la donation. Comme si Heidegger reposait à nouveau la question de la donation et pensait en direction de ce qui donne le temps. Es gibt Zeit revient à dire penser vers cela même qui donne le temps en y révélant la matrice propre de sa donation. Ainsi, si Es gibt Sein marque le destiné de l'être et si ce destiné délaisse l'être au profit de ce qui donne l'être, Es gibt Zeit renvoie tout aussi bien le temps à cela même qui le donne. Tout se passe donc comme si Heidegger asservissait temps et être au même procédé. Penser temps et être depuis cela même qui les donne en propre. S'ouvre ainsi la deuxième partie de Zeit und Sein, s'ouvre ainsi la méditation vers ce qui donne le temps. Pour ce faire, Heidegger, dans Zeit und Sein, revient à la caractérisation principale et principielle en laquelle se sera déterminée, tout au long de son histoire, la question de la temporalité. Vous la connaissez, le présent comme maintenant. Or, le retour à ce fil tendu d'Aristote jusqu'à Hegel, et d'où la question de la temporalité aura été posée et résolue à partir du maintenant présent, n'est effectué qu'en vue d'y déceler sa provenance. D'où vient-elle ? C'est-à-dire d'y déceler l'autre d'où cette position et cette résolution se seront affermies, fixées en déterminant l'essence traditionnelle du temps en présent subsistant. Certes, cette détermination classique avait déjà été amplement démantelée et déconstruite dans les analyses, notamment du chapitre 6 de la seconde section de Sein und Zeit. Ces analyses, je les rappelle très brièvement, soulignaient d'abord en quoi la représentation traditionnelle du temps comme maintenant présent morcelait, fractionnait, départageait la temporalité elle-même en 3 moments distincts et irréductibles, présent, passé, avenir. Puis, elles engageaient à repenser la temporalité elle-même, non plus depuis sa représentation traditionnelle, mais bien plutôt à partir de ce que Heidegger marque, unité extatique propre, unité extatique en laquelle se déploie le mouvement différenciant des 3 dimensions temporelles. Dans Zeit und Sein, Heidegger assumera évidemment ces analyses antérieures. Cependant, il les reformulera entièrement, car il s'emploiera à souligner en quoi la temporalité doit être pensée là où elle accorde. Je cite, « porte et apporte » les 3 dimensions temporelles dans un jeu de mutuelle tension, œuvrant à même son unité propre. Présent, passé, avenir sont ainsi recueillis au sein d'un incessant jeu de tension où se déploie un, je cite, accord mutuel, se donnant en tant que tel comme le temps lui-même. Et donc les 3 modes du temps, présent, passé, avenir, sont ainsi réunis en tant que données d'une même et unique donation. Ce qui signifie que le temps
est le jeu de la présence avec la présence, pour Heidegger, en lequel les trois dimensions temporelles du présent, du passé et de l'avenir sont toujours engagées en une unité de porrection, dit Heidegger, unité de porrection, où chacune se voit rapportée l'une en l'autre et toute retenue en elle-même. C'est dire donc, le propre du temps est le donner le temps. D'où la phrase de Heidegger, tirée de Acheminement vers la parole, le temps donne temps. Le propre du temps ne sera alors que le donner de sa procession comme l'ouvert. Donc c'était l'éclairci pour l'être, là c'est l'ouvert. Où se maintiennent et se retiennent dans le jeu incessant de leur mutuelle tension les trois dimensions temporelles. Et Heidegger de nommer dans Zeit und Sein l'extension de cet ouvert, je cite, l'espace libre du temps. Le fameux mouvement du Zeit au Raum. Ainsi, c'est afin de décrire le temps dans l'œuvre de son nom propre, donc à la fois différenciant et unifiant, que Heidegger propose de penser la temporalité à partir de ce qui n'est nullement temporel, et donc depuis une spatialité, c'est-à-dire depuis l'espace du temps. Citation de Heidegger. Zeitraum. Or, cette spatialité du temps, il ne faudra nullement la signifier spatialement. L'extension de l'espace du temps n'est aucunement spatiale. Elle caractérise à même le temps le jeu de sa temporalisation propre en tant que don de son ouvert au sein duquel le temps lui-même se recouvre en son unité propre et appropriée, c'est dire se temporalise. Alors, la question dont Zeit und Sein s'efforcera de faire advenir deviendra cependant d'où procède le temps se temporalisant. C'est-à-dire d'où vient la temporalité en tant qu'espace du temps unifiant les trois dimensions temporelles et les accordant, les portant et les apportant par là même dans l'incessance de leur tension enjouée. Réponse de Heidegger. Dans et par une quatrième dimension du temps dans le temps. Ce qui signifie que cette quatrième dimension est le donner du temps. Plus précisément, la source donatrice du temps est celle qui se pense au lieu même de sa quatrième dimension, en ce que ce qui s'y donne est l'ilia du temps. Car cette quatrième dimension accomplit l'accord mutuel des trois dimensions temporelles en les portant l'une en l'autre et en les apportant chacune à ce qui la donne. C'est en ce que la quatrième dimension donne le temps se temporalisant, et donc en ce qu'il donne l'espace du temps, où s'accordent les trois dimensions temporelles, que Heidegger la nomme la porrection. Reichen. Porrection signifie ici donc le donner du temps. Dire du temps donc qu'il est porrection, c'est marquer ceci, le donner du temps est toujours à la fois et simultanément accord de sa tridimensionnalité, passé, futur, présent, et au-delà de celle-ci, accord avec soi-même en soi-même. Plus radicalement, le temps est porrection, reichen, du jeu accordant sa pluridimensionnalité propre tout en étant donné depuis un autre que cet accord porrectionnel. D'où la possibilité de soi-même avec soi-même, d'où la possibilité de comprendre le Es gibt Zeit dans la doubléité qui le caractérise. Le temps est l'accord de soi-même avec soi-même dans et par le jeu unifiant de sa tridimensionnalité propre et accord de soi-même avec soi-même donné depuis une autre et éloignée, quoique toujours en soi-même, provenance. Et pour Heidegger, il est capital, important, de maintenir cette haute provenance du temps à même la donation du temps. Car en elle et par elle se logera à la fois, je cite,
ce qui demeure empêché dans l'avoir été et ce qui dans le survenir demeure réservé. C'est pourquoi Heidegger écrira de cette quatrième dimension, le Reichen, qu'elle est proximité approchante, dont la force est, je cite, de libérer et de déployer un lointain. Je vais citer le passage entier, il est très beau, enfin, bon, moi je le trouve très beau, à mesure où on peut trouver l'écriture de Heidegger belle. C'est pourquoi cette première, cette initiale et au sens propre du mot entreprenante porrection, où repose l'unité du temps véritable, nous la nommons la proximité approchante. Nähheit. Mais elle approche l'avenir, l'avoir été, le présent, les uns des autres, dans la mesure où elle libère et déploie un lointain, un autre. Car elle tient ouvert l'avoir été tandis qu'elle empêche sa venue comme présent. Cet approchement de la proximité tient ouvert le survenir depuis l'avenir, en ce que, dans le venir, elle réserve la possibilité du présent. La proximité approchante a le caractère de l'empêchement et de la réserve. À l'avance, elle tient les modes de la porrection d'avoir été, d'avenir et de présent, les uns pour les autres, dans leur unité. Et j'en viens un peu à la conclusion de cette longue explicitation de Zeit und Sein. C'est important de la fixer pour aborder la question du sacrifice. Le destiné, Schicken, marque le Es gibt Sein et la porrection Reichen souligne le Es gibt Zeit. Heidegger va le résumer au milieu de Zeit und Sein. Le donner dans le il y a être, c'est manifesté comme destiné, Schicken, et comme unité déterminante de toutes les destinations, comme destinement. De parousia, en leur changement lourd d'époque. Le donner de il y a temps, c'est manifesté comme la porrection éclaircissante de la région quadridimensionnelle. Ce faisant, l'exigence que Heidegger marquera, l'exigence sera de renouveler le questionnement en vue de l'Ilia et de ce qui en lui se donne. L'Ilia, le S, à travers cette double analyse, l'Ilia est donation de être étant, c'est-à-dire donation de leur co-appartenance. Et Heidegger de marquer au sein même de cette donation qu'elle est aussi, et je cite, une avancée d'absence. Je cite, nous gardons cependant en vue, le il nomme, en tout cas dans l'interprétation qui s'offre en premier, une avancée d'absence. Certes, ce mot, une avancée d'absence, tient à souligner que l'il y a de l'être étant ne se donne point dans le régime de l'étantité, et ce parce qu'il faut penser l'il y a uniquement dans le régime de sa propre donation. Ce qui signifie penser l'il y a comme une avancée dans l'absence de tout fondement ou fondation, voire même de toute structure propositionnelle, d'où la difficulté du langage, où se forment des énoncés sujet-prédicat. C'est donc bien le « et » de être étant dont il sera ici question. Soulignons cependant que de penser le « et » de être étant, penser donc la donation de cela même donnant et être étant, signifie aussi que cette coappartenance se voit travaillée par une différence. Et en effet, l'il y a de l'être repose dans l'il y a du temps, marquant du même coup que l'il y a du temps repose en un autre lieu. Tout est marqué par la différence. Un autre lieu qui cependant est le même. D'où l'équivocité au cœur de l'Ilia. Se penser à la fois comme la donation de la différence de être et temps et comme la donation même de leur coappartenance. Or, cette donation de la différence coappartenante porte un nom,
c'est ça l'Ereignis. La différence, la donation de la différence coappartenante porte le nom de Ereignis. Qu'est-ce que Ereignis? La question est posée simplement dans Zeit und Sein avant que n'intervienne une importante mise en garde. Car en exigeant que l'Ereignis se dise en ce qu'il est, en cherchant donc à traduire en des termes essentialisant cela même dont elle s'enquiert, la forme de cette question trahit et révoque l'Ereignis lui-même. En effet, après avoir soigneusement marqué que être et temps nous sont toujours adressés en tant que question, et donc qu'être et temps demeure toujours en question, Heidegger prévient, toute pensée de l'Ereignis devra et se devra de se dire autrement que dans les limites de l'énonciation. Ainsi, la question « qu'est-ce que l'Ereignis » requerra et sollicitera une toute autre langue, commandera une toute autre formulation de la question elle-même. Car, et je crois que c'est assez évident par le déploiement de Es gibt sein, es gibt Zeit, car l'Ereignis n'est pas de l'être, il donne l'être. Il n'est pas du temps, il donne le temps. Il donne le « et » de être et temps, leur coappartenance même, et ainsi précède la question s'enquérant de ce qu'il est. Donc, l'Ereignis ne saurait se dire en être ou en temps. Il nomme le « il » du « il y a être » et « il y a temps ». C'est dire, et telle sera la première diction de l'Ereignis, il donne la donation en tant que telle de la coappartenance différenciante de être et temps. Donne la donation ou s'approprie être et temps dans leur différence. Cependant, précise Heidegger, cela ne saurait vouloir dire que l'Ereignis doivent se comprendre comme un concept suprême, au sein duquel le tout de la pensée engagée à penser être et temps, leur coappartenance en tant que telle serait compris. L'Ereignis ne peut se penser, c'est encore toujours la même loi, en tant que fondement où être et temps viendraient trouver l'assise de leur propre, ou le principe où chacun viendrait se reposer. Bien plutôt, précise Heidegger, au cœur de l'Ereignis, l'appropriation de être et temps est donnée depuis ce qui ne saurait s'y réduire. C'est pourquoi Heidegger insiste d'abord qu'il nous faut penser l'Ereignis non pas en son sens courant d'événement, mais bien plutôt depuis eignen, c'est-à-dire, je donne la définition que Heidegger donne de eignen, depuis cela qui, je cite, fait advenir à soi-même en sa propriété l'éclaircie sauvegardante de la porrection et de la destination. Ainsi, l'Ereignis donne l'éclaircie sauvegardante ou s'approprie porrection et destination. Car ce qui s'y pense, c'est l'advenir de l'appropriation de être et temps en leur différence. De là, évidemment, pour Heidegger, au cœur de cette pensée de l'appropriation de être et temps, Heidegger déploiera ce qui aussi s'y retirera. Et la conséquence est en vérité abyssale. Car au cœur de l'Ereignis se déploie ainsi l'impossibilité de fixer la pensée engagée à le penser. L'impossibilité donc de saisir l'Ereignis. L'Ereignis, donnant l'appropriation de être et temps, du destiné de la porrection, à la fois s'enlève à son don propre. Heidegger, certes, le souligne à la fois quant au destiné et quant à la porrection, mais il aura aussi tenu à marquer au cœur de l'Ereignis en tant que tel. L'Ereignis est lui-même retrait en lui-même. C'est précisément en ce sens que l'Ereignis est appropriement, avènement au propre et dépropriement. Enteignis. Ce qui n'est jamais donné à la présence en se soustrayant de toute saisie possible, comme se rétractant de toute nomination, en préservant et en sauvegardant en son tréfonds ce qu'il a de plus propre. Ereignis se donne en enteignis,
l'appropriement, ça devient en dépropriement. Et donc le don de l'appropriement, de être étant, se déproprie de lui-même en vue de ce qui s'y donne. Donc nous avons presque fini de l'idée de cette interprétation du Zeitensein. Mais avant de terminer et de pénétrer dans la question du sacrifice, je marquerai, en termes de conclusion de cette lecture de Zeitensein, que la reconnaissance de la différence entre la pensée méditante, ce que Heidegger appelle la pensée méditante, et la pensée calculante, s'inscrit au cœur de tout ce déploiement sur Ereignis, Enteignis, puis au sein de ces différences, il faut y apercevoir l'éclosion à la fois de la modalité même depuis laquelle se déploie l'histoire de la métaphysique, et cela même que cette histoire aura occulté en son déploiement. C'est-à-dire apercevoir l'indissociabilité ambiguë et quasi paradoxale de ces deux déploiements. C'est pourquoi Heidegger distingue l'appel du principe de raison, en lequel se constitue la pensée calculante. Cette pensée qui approprie l'être pour le penser en tant que fond, fondement, principe, raison de l'étant. Du rappel qui éveille par-delà l'appel du principe de raison l'écho, ce que Heidegger appelle l'écho, d'un immémorial impensé secret et retiré où s'exprime sournoisement la préséance de l'éclaircie préalable à toute présence, l'inapparent. C'est pour ça qu'Heidegger dit qu'il fait une phénoménologie de l'inapparent. L'inapparent, inépuisable et irréductible depuis lequel se déploie la mise en présence de la présence et de la manifesteté de l'étant. Et je viens de le marquer, s'ouvre ici la modalité d'une remémoration. Heidegger est un grand penseur de la remémoration, en laquelle la pensée accueille l'advenance avant qu'elle ne soit prise, entreprise et saisie dans les raies de la présence. Une remémoration dont le geste consiste d'abord et avant tout à éveiller par-delà la tradition ontothéologique de la métaphysique une pensée que Heidegger dit matinale, où la présence s'annonce depuis une provenance irréductible à ce qui s'y annonce. Ainsi, remémorer ne signifie en rien se lier ou s'attacher au passé, ou au présent qui n'est plus disponible, mais bien plutôt exige de s'exposer à l'advenance qui, se retirant toujours déjà de la présence déterminée, laisse venir en présence la présence. Et donc, remémorer, c'est se tenir dans l'advenir de la présence sans laisser son immémorial se réduire au présent ou en présent. Or, ici, et c'est là que c'est très intéressant, c'est ici se libère un tout autre rapport à l'histoire de la métaphysique. Un rapport où, à la destruction de la métaphysique, lui succède l'exposition recueillante d'une vérité devenue garde et sauvegarde. Heidegger pense Wahr, à partir du vieux allemand Wahr, qui est la garde, et sauvegarde de ce qui appelle l'homme à répondre d'un immémorial toujours déjà impensé et pas encore pensable par la métaphysique. Or, ce répondre n'est ni un quiétisme, ni un gnosticisme, ni ne cherche-t-il à s'évader ou à sortir de la métaphysique par une mystique étrangère au logos. Car, pour Heidegger, et ça, je crois, il le maintient jusqu'à la fin, constitue notre inaliénable destin. Et ce parce que notre destin nous aura toujours été donné comme le déploiement même de l'avènement de l'être. Or, ce destin, nous ne l'aurons reconnu que trop tard, en retard et dans le retard de la question, justement.
Au cœur du rapport entre le retard de notre question et notre destin, il nous aura été donné à la fois la mémoire de toute l'histoire de l'ontothéologie, de la métaphysique, et la nécessité de se remémorer cette altérité encore impensée à même cette histoire. Ainsi, notre rapport à l'histoire doit se penser en l'ouvrant à la fois à elle-même et à l'autre d'elle-même, disons à elle-même à partir de l'autre d'elle-même. C'est dire en l'ouvrant à cela même d'où elle sera provenue. Provenance nous commandant de repenser l'entièreté de la métaphysique depuis une donation autre et inépuisable, laissant advenir le possible comme possible et le gardant de l'oubli dans l'actualité de la présence, et en y apercevant à la fois son immémorial et son toujours déjà à venir. Ce qui m'intéresse, et pardonnez-moi d'avoir été un peu long sur Zeit und Sein, mais je pense que c'était important d'arriver à cet enjeu de la remémoration. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au cœur de cette remémoration, c'est-à-dire au cœur où se fait jour la possibilité de revenir depuis ce qui ne saurait se réduire à l'histoire ontothéologique de la métaphysique en se rappelant à l'advenance inapparente de sa vérité historiale, se trace une exigence radicale, celle de penser le sacrifice, à la fois comme l'essence de la métaphysique et comme ce qui demeure encore impensé par elle. Donc on est très loin de l'accomplissement spéculatif du sacrifice qu'on a retrouvé hier avec Hegel. Parce que l'exigence ici est de penser le sacrifice à la fois comme l'essence de la métaphysique et comme ce qui demeure encore impensé par la métaphysique. Avant de pénétrer au cœur de cette exigence, il faut souligner, marquer que la thématique du sacrifice œuvre sournoisement dans l'écriture de Heidegger. Elle est présente, mais elle œuvre sournoisement. En effet, Heidegger n'a que très peu recours au terme de sacrifice, Opfer. Et au moins, pour cette raison évidente, le terme Opfer, terme sacrifice, et qu'il faut, comme je l'ai dit hier en introduction, qu'il faut entendre avant tout en un sens verbal, c'est faire un sacrifice, sacrum facere, donc c'est une opération, comme on disait hier, et évidemment chargé d'un sens théologique massif, et porte, voire engage une logique, nous l'avons vu avec Hegel hier, en laquelle s'élabore la relève, la Aufhebung, la fameuse Aufhebung, du fini dans l'infini, du profane dans le sacré. Une logique spéculative que Heidegger s'appliquera tout particulièrement à évider, en cherchant par là même à déployer une toute autre pensée aussi de la négation. Il y a chez Heidegger une toute autre pensée de la négativité que chez Hegel, et ce afin d'entraîner, c'est la thèse que je vous propose, la thématique du sacrifice, l'idée du sacrifice, dans une redéfinition radicale marquée par une déconstruction intégrale visant à démanteler toutes les modalités ontothéologiques des discours traditionnels quant au sacrifice. Et en particulier, le discours signifié par la logique de l'Aufhebung hegelienne, où le sacrifice, comme nous l'avons vu hier, est compris et saisi en tant qu'essence réconciliante du savoir absolu. Vous vous rappelez la phrase « savoir sa limite » signifie savoir se sacrifier. À la dernière page de la phénoménologie de l'esprit. C'est ainsi, et à même ce projet de la redéfinir entièrement, que l'idée du sacrifice, la thématique du sacrifice,
accompagnera de façon décisive l'élaboration de l'ontologie fondamentale et en particulier dans l'analytique de l'être pour la mort, élaborée dans les chapitres 1 et 2, paragraphes 54 à 60 de la seconde section de Être étant, puis qu'elle ne cessera d'habiter différemment et autrement encore la pensée de l'être. Et ce, malgré cet héritage lourd, on pourrait même dire, vu ce que je viens de dire sur le rapport à l'histoire de la métaphysique, grâce à cet héritage lourd au cœur de l'idée du sacrifice, Heidegger n'aura jamais sacrifié la possibilité, ce qu'il y a de possible dans le sacrifice. Bien au contraire, il aura toujours tenu à libérer une certaine pensée du sacrifice au-delà de sa compréhension ontothéologique. C'est-à-dire qu'il aura cherché, et là si je paraphrase un peu l'introduction de Être étant, il aura cherché à penser la possibilité du sacrifice au-delà de son actualité. Parce que, comme Heidegger dit dans Être étant, plus haute que l'actualité, ou l'effectivité, est la possibilité. Le sacrifice est ici synonyme de possibilité. En vérité, bien au contraire, il a tenu à penser une pensée gérée au-delà de sa compréhension ontothéologique. En vérité, c'est au fond, sans fond de la pensée de l'être, et au cœur même de la vérité de l'être, se rétractant, déployant le lieu depuis lequel la manifesteté de ce qui est peut avoir lieu, que Heidegger aura inscrit, nous le verrons, la possibilité ultime du sacrifice. C'est dire qu'il aura pensé la possibilité ultime du sacrifice à même la vérité de l'être, en la situant à même la vérité historiale de l'être. Et ce, comme la modalité propre de la coappartenance entre l'être et l'homme. Au-delà donc de l'analyse accomplie dans Sein und Zeit, où s'ouvrait la possibilité du sacrifice pour l'autre, à partir de l'impossibilité de se substituer à l'être pour la mort de l'autre, Heidegger aura repensé la possibilité ultime du sacrifice, là où se déploie la responsabilité de la pensée fiée à la vérité historiale de l'être. Au-delà de Être étant, c'est-à-dire au-delà de l'analyse de Être étant, où s'ouvrait la possibilité du sacrifice pour l'autre à partir de l'impossibilité de se substituer à l'être pour la mort de l'autre, je vais évidemment expliciter ça. Heidegger aura repensé la possibilité ultime du sacrifice, là où se déploie la responsa, la responsabilité de la pensée fiée, c'est son mot, la fiance, fiée à la vérité historiale de l'être. Alors, avant d'entrer là, je vais faire l'exposé dans l'exposé de la question du sacrifice dans Être étant. Et donc au cœur du rapport entre le Dasein, le Mitsein et l'être pour la mort. Nous verrons la possibilité du sacrifice dans Être étant marquera, nommera ce que Heidegger appellera à la fois dans les dernières pages de Être étant, mais aussi dans ce que Heidegger, dans le commentaire que Heidegger fait de Hölderlin, la communauté. Alors, c'est dire que se tracera au centre de ce rapport la possibilité, de ce rapport donc entre Dasein, Mitsein, être pour la mort, la possibilité d'une, là je reprends le mot Heidegger, dans la lettre sur l'humanisme, d'une éthique originaire.
éthique originaire dont nous savons qu'elle n'est ni théorique ni pratique. L'éthique originaire doit pouvoir se déployer et ne saurait se déployer à partir ou depuis une loi posée et proposée dans et par la raison d'un sujet autonome. Elle doit se donner à l'homme, dit Heidegger, depuis une pensée qui, je cite, pose la question de la vérité de l'être et par là même détermine le séjour essentiel de l'homme à partir de l'être et vers lui. Dans la lettre sur l'humanisme. Or, et comme Heidegger le dit, cette pensée n'est ni éthique ni ontologie. Elle œuvre avant toute distinction en ce qu'elle garde et sauvegarde, je cite, la parole inexprimée de l'être. Encore dans la lettre sur l'humanisme, d'où se déploie une loi et un faire qui dépasse et déborde toute praxis et dont la puissance est celle d'un dire que Heidegger qualifie, qui désormais sera toujours à penser. Donc, je soutiens que la possibilité du sacrifice que Heidegger déploie dans Être et Temps constitue la matrice essentielle de cette éthique originaire. Donc, car la possibilité de cette éthique originaire, c'est ce que j'entends proposer, ce serait d'abord déployé dans la possibilité propre au Dasein du sacrifice pour l'autre. Possibilité donnée à partir de l'insubstituabilité de son être pour la mort. Nous le savons, Heidegger ne cesse dans Être et Temps de le souligner. L'être pour la mort est radicalement insubstituable. Et ainsi, il est impossible, voire impensable, de délivrer ou d'épargner l'autre du rapport à sa mort. Je rappelle ici la fameuse phrase de Heidegger « Nul ne peut prendre son mourir à autrui ». L'on peut certes aller à la mort pour un autre, mais cela ne signifie jamais que ceci, se sacrifier pour l'autre dans une affaire déterminée. En revanche, un tel mourir ne peut jamais signifier que sa mort serait alors le moins du monde ôté à l'autre. Son mourir, tout Dasein doit nécessairement à chaque fois le prendre lui-même sur soi. La mort, pour autant qu'elle soit, est toujours essentiellement mienne, et certes elle signifie une possibilité spécifique d'être, où il y va purement et simplement de l'être du Dasein à chaque fois propre. Dans le mourir, il apparaît que la mort est ontologiquement constituée par la mienneté et l'existence. Donc, je vais faire une citation très connue. Alors, il faut remarquer, évidemment, dans cette citation qui ramasse que nul ne peut prendre son mourir à autrui, et que c'est à partir de ce nul ne peut prendre son mourir à autrui que l'on peut se sacrifier pour l'autre, dans une affaire déterminée, dit Heidegger. Il faut remarquer, évidemment, l'importance que Heidegger accorde à l'insubstituabilité de l'être pour la mort. En soulignant l'impossibilité de soustraire l'autre à sa mort, et ce, même au moment où on se sacrifierait pour l'autre, Heidegger exige de repenser à l'aune de cette insubstituabilité l'être avec l'autre. Et par là même de repenser le sacrifice pour l'autre, en donnant à celui-ci sa possibilité proprement authentique et indépassable, loin de le déterminer en un rapport de simple solipsisme existentiel où l'autre serait nié ou oublié, Heidegger maintiendra en vérité tout le contraire. L'insubstituabilité de l'être pour la mort ouvre au cœur de la Gemeinigkeit du Dasein la possibilité de son être avec l'autre, dont Heidegger aura toujours tenu à souligner qu'il était indissociable de l'existentialité même du Dasein.
Le Mitsein est un coexistentiel du Dasein. Or, c'est bien dans l'insubstituabilité de l'être pour la mort, du Dasein, et par la résolution qui s'y possibilise, signifiant ainsi la mienneté propre de chaque Dasein, engagé dans, je cite Heidegger, son pouvoir être le plus propre, absolu et indépassable, en tant que possibilité extrême de son existence, que se trace un être ensemble où, loin de se perdre dans la quotidienneté du on, est privilégier l'authenticité du rapport que chaque Dasein entretient et maintient à l'enseigne de sa propre mort. Ainsi, pour Heidegger, c'est parce que la mort est chaque fois insubstituablement mienne que l'être avec, authentique, est possible et demeure possibilisé. Plus en avant, c'est au cœur de cette insubstituabilité que le Dasein peut entretenir un rapport authentique avec l'autre, c'est-à-dire un rapport où il, je cite, ne mésinterprète pas la possibilité indépassable de l'autre, et où donc il ne travestit point l'existentialité propre de l'autre. Heidegger l'écrira quelques pages plus loin dans l'Être-temps, je cite, « libre pour les possibilités les plus propres, déterminé à partir de la fin, c'est-à-dire comprise comme finie, le Dasein expulse le danger de méconnaître, à partir de sa compréhension finie de l'existence, les possibilités d'existence d'autrui qui le dépassent, ou bien, en les mésinterprétant, de les rabattre sur les siennes propres, afin de se délivrer ainsi lui-même de son existence factice la plus propre. Mais la mort, en tant que possibilité absolue, n'isole que pour rendre indépassable qu'elle est, le Dasein comme être avec compréhensif pour le pouvoir-être des autres. Ainsi, la liberté du Dasein, en ce qu'elle s'ouvre dans l'insubstituabilité de sa propre mort, réserve à l'autre sa liberté. Il lui réserve et lui donne le lieu d'où peut s'exprimer sa liberté propre, en ne s'immisçant pas dans le rapport que l'autre est appelé à entretenir et à maintenir avec sa mort. Autrement dit, le Dasein laisse être l'autre dans son insubstituable être pour la mort. C'est ainsi qu'il faut comprendre la phrase de Heidegger dans le paragraphe 60, à partir du en vue de quoi, du pouvoir être choisi par lui-même, le Dasein résolu se rend libre pour son monde. La résolution à soi-même place pour la première fois le Dasein dans la possibilité de laisser être les autres dans leur pouvoir-être le plus propre et d'ouvrir conjointement celui-ci dans la sollicitude qui devance et libère. Le Dasein résolu peut devenir conscience d'autrui. Conscience, évidemment, entre guillemets. C'est de l'être soi-même authentique, de la résolution, que jaillit pour la première fois l'être l'un avec l'autre authentique, et non pas des ententes équivoques et jalouses ou des fraternisations verbeuses dans le on et dans ce que l'on veut entreprendre. Je vais faire la citation. L'Entschlossenheit du Dasein lui fait donc accéder à la conscience, entre guillemets, d'autrui. C'est-à-dire, lui fait devenir non pas l'autre, mais compréhension de l'existentialité où se révèle la possibilité existentielle de l'autre, et où celle-ci est laissée à l'autre, en son unicité, je dirais même en sa singularité, d'être rivé à la mort qui est toujours la sienne propre. Ainsi, le Dasein ne saurait se comprendre comme cet étant fermé et replié, comme cet étant fermé et replié sur soi-même, bien plutôt comme cet étant pour lequel l'insubstituabilité du rapport à sa mort ouvre aussi à ce que la possibilité ultime de l'autre se déploie en son propre. Insubstituablement sienne, la mort ouvre donc le Dasein au rapport à l'autre, c'est-à-dire à la possibilité laissée, donnée à l'autre, de se projeter dans son pouvoir-être le plus propre. Or, en quoi consiste cet être avec autrui ? Nous l'avons dit, en la possibilité de laisser à l'autre son être pour la mort, mais aussi, et par là même, en la possibilité pour le Dasein de se sacrifier pour l'autre. En somme, et à la limite radicale de cette logique,
ce n'est que dans l'impossibilité de mourir pour l'autre, de mourir à la place de l'autre en se substituant à son aide pour la mort, que le sacrifice pour l'autre devient authentiquement possible. Ce qui signifie qu'au cœur de l'Allgemeinigkeit et de l'insubstituabilité de l'aide pour la mort se libère aussi un être avec ou s'ouvre par là même la possibilité de se sacrifier pour l'autre. Ou encore, l'être avec, en ce qu'il est ancré dans l'impossibilité par là même, en ce qu'il est ancré dans l'impossibilité de se substituer à l'être pour la mort de l'autre, et inaliénablement fixé dans le rapport que chaque Dasein entretient avec sa mort, marque aussi la possibilité de se sacrifier pour l'autre sans se substituer à son rapport à la mort. Vous voyez? Donc Heidegger, au-delà de la question de la substitution, ouvre à une autre possibilité du sacrifice. C'est ainsi que peut se constituer une communauté pour Heidegger. Or, le mot communauté doit s'entendre, selon Heidegger, dans la, je cite, constitution de l'historialité propre du Dasein, comprise comme destin et donc comme co-destinalité dans l'être avec. Et Heidegger le souligne, cette communauté, cette co-destinalité de l'être l'un avec l'autre ne saurait se réduire à la composition de parcours individuels ou à l'assemblement de sujets autonomes. Dans la communauté, l'être avec est toujours inscrit et déjà engagé dans, je cite, le même monde et dans la résolution pour des possibilités déterminées, et donc les destins sont d'entrée de jeu déjà guidés. Heidegger, paragraphe, page 265 de l'édition allemande. Mais la question, vers quel destin sont-ils guidés? Vers l'ouverture de leur résolution destinale comme, je cite, liberté pour le sacrifice. Liberté pour le sacrifice. Je cite Heidegger. La résolution comme destin est la liberté pour le sacrifice tel qu'il peut être exigé par la situation d'une décision déterminée. Page 269 de l'édition allemande. C'est-à-dire que la communauté, codestinalité, la destinalité, est à penser dans la possibilité revendiquée et assumée, engagée et déployée du libre sacrifice, liberté pour le sacrifice, libre sacrifice pour l'autre. Or, ce libre sacrifice pour l'autre, c'est là la force du geste chez Heidegger, ce libre sacrifice pour l'autre n'est possible que dans l'existentialité indépassable de chaque Dasein engagé dans l'insubstituabilité inaltérable de sa propre mort. C'est uniquement depuis la mienneté insubstituable de l'aide pour la mort que peut se constituer une codestinalité résolument engagée dans la possibilité du libre sacrifice pour l'autre. En deçà donc de la communauté, fondée sur un principe de reconnaissance entre sujets s'identifiant en une compréhension dialogique commune, ce que Heidegger parfois nomme la socialité, Heidegger pense le lieu originaire d'un être ensemble se déployant dans et par la différence radicale des existants et en laquelle se profile avant toute communication une appartenance à l'insubstituabilité de la mort singulière de chaque existant et par là même au cœur d'une possibilité sauvegardée du sacrifice pour l'autre. La communauté est ainsi ancrée dans l'impossibilité de s'identifier ou de se substituer l'un à l'autre, là où se noue une possibilité extrême surgissant de cette radicale différence entre existants, possibilité de se sacrifier l'un pour l'autre. Possibilité aussi
de survivre à l'autre, voire d'être le témoin de l'autre. Non pas d'oublier l'autre à sa mort, dont est par le travail intériorisant d'un deuil, même si Heidegger, quand il analysait la question de la substitution, fait aussi une certaine place au deuil, mais au contraire, de porter en soi l'irréappropriable et secrète altérité de l'autre. C'est cette communauté émanant de l'impossibilité de mourir pour l'autre, au sens de mourir à la place de l'autre, et où se déploie par là même la possibilité de se sacrifier pour l'autre, que Heidegger fera entendre plusieurs années après Sein und Zeit, et notamment dans le séminaire de 34-35, qu'il consacre à la Germanie de Hölderlin. Je cite le passage: « Cette communauté originelle ne naît pas d'une entrée en relation réciproque. Seule la société naît ainsi. Mais au contraire, la communauté est grâce à la liaison primordiale de chaque individu avec ce qui, à un niveau supérieur, lie et détermine chaque individu. Quelque chose doit être manifeste, qui n'est ni l'individu à lui seul, ni la communauté en tant que telle. Chez les soldats, la camaraderie du front ne provient pas d'un besoin de se rassembler parce que d'autres personnes dont on est éloigné ont fait défaut, ni d'un accord préalable pour s'enthousiasmer en commun. Sa plus profonde, son unique raison est la proximité de la mort en tant que sacrifice, qui a d'abord amené chacun à une identique annulation et qui est devenue la source d'une appartenance absolue à chaque autre. C'est justement la mort que chaque homme doit mourir pour lui seul et qui isole à l'extrême chaque individu. C'est la mort et l'acceptation libre du sacrifice qu'elle exige, Heidegger commente, qui crée avant tout l'espace de la communauté, dont jaillit la camaraderie. La camaraderie a-t-elle donc sa source dans l'angoisse ? Oui et non. Non, si comme le petit bourgeois on entend par angoisse le tremblement éperdu d'une lâcheté qui a perdu la tête. D'accord ? Oui, si l'angoisse est conçue comme une proximité métaphysique de l'absolu qui n'est accordée qu'à l'autonomie et à l'acceptation suprême. Si nous n'intégrons pas de force à notre Dasein des puissances qui lient et isolent, aussi absolument que la mort comme sacrifice librement consenti, c'est-à-dire qui s'en prennent aux racines du Dasein de chaque individu et qui résiste d'une façon aussi profonde et entière dans un savoir authentique, il n'y aura jamais de camaraderie, tout au plus une forme particulière de socialité. S'ouvre donc ici la possibilité de penser une communauté ailleurs et autrement que dans et par l'élaboration d'une reconnaissance dialogique ou contractuelle d'individus. Elle provoque la pensée à s'orienter vers l'idée d'une communauté surgissant d'un tout autre événement, l'événement que tous partagent mais qui demeure résolument et absolument singulier et insubstituable, la mort. Or, à partir de cette événementialité propre, à chaque Dasein, et qui constitue chaque Dasein dans sa mienneté propre, est donné le lieu d'où se déploiera une communauté dont la force sera celle de lier l'existence qui la forme à une possibilité sans justification du sacrifice. Autrement dit, une communauté où les existants se sacrifient non pas pour ce que l'État pourrait représenter ou leur offrir, reconnaissance, égalité, etc., ni non plus pour ce qu'il pourrait édifier comme valeur, idéologie, politique, mais uniquement
pour l'insubstituable existence des existants. Une communauté, donc, toujours déployée depuis l'insubstituabilité et déjà alliée par la possibilité du sacrifice pour l'autre. Alors, ça c'était ma première entrée dans la question du sacrifice dans Être et Temps, pour marquer le trajet depuis l'insubstituabilité de la mort du Dasein au point de cette communauté de la possibilité du sacrifice sans justification. Il y aura une autre entrée qui va suivre sur le Dasein et son sacrifice. Le Dasein et son sacrifice à partir également de Être et Temps. Mais là, je vais revenir. Alors, avant de me lancer dans l'être pour la mort et le Mitsein, d'où se trace cette éthique originaire et cette communauté, rappelez-vous ce que je disais, Heidegger aura repensé la possibilité ultime du sacrifice, là où se déploie la responsabilité de la pensée fiée à la vérité historiale de l'être. Alors, c'est pourquoi lié à la vérité historiale de l'être. Donc là, nous sommes dans la question de la vérité historiale de l'être. C'est pourquoi le sacrifice est signifié dans les dernières pages du Nachwort, de la postface, oui, le Nachwort à qu'est-ce que la métaphysique ? Comme le don prodigue soustrait à toute obligation. Là où s'expose le lieu à partir duquel l'essence de l'homme demeure fiée à, je cite Heidegger dans la postface à qu'est-ce que la métaphysique, la sauvegarde de la vérité de l'être pour les temps. Sauvegarde de la vérité de l'être pour les temps. En ce sens, si penser est l'engagement par l'être pour l'être, comme dit Heidegger, le sacrifice, dans cette postface à qu'est-ce que la métaphysique, le sacrifice constitue et signifie l'opération de cet engagement. Et en effet, Heidegger s'appliquera dans la postface à qu'est-ce que la métaphysique, à redéfinir le laisser-être pour les temps, en lequel la pensée est résolument fiée à la garde de la vérité historiale de l'être par la singularité du sacrifice. Plus précisément, il marquera la réponse de la pensée essentielle ou de la pensée méditante, celle de maintenir en son existence l'ouverture pour l'être, en gardant et sauvegardant sa vérité historiale en son adresse rétractive propre, par cette unique exigence. Et là, dans la postface à qu'est-ce que la métaphysique, il reprendra le terme de Sein und Zeit que j'ai cité, celle d'une liberté du sacrifice. Je vais vous citer le passage en entier. C'est dans la postface à qu'est-ce que la métaphysique. La pensée dont les pensées non seulement ne calculent pas, mais sont absolument déterminées à partir de l'autre de l'étant, je l'appelle la pensée essentielle. Au lieu de se livrer à des calculs sur l'étant au moyen de l'étant, elle se prodigue dans l'être pour la vérité de l'être. Cette pensée
donc la pensée essentielle, répond à la revendication de l'être. Quand l'homme remet son essence historique à la réalité simple de l'unique nécessité qui ne contraint pas, tandis qu'elle oblige et crée l'urgence qui s'accomplit dans la liberté du sacrifice. Or, la question, c'est que faut-il entendre au cœur de cette liberté ? La liberté du sacrifice, c'est très précisément pour Heidegger dans cette postface, qui est écrit en 1943, beaucoup plus tard que le texte de Qu'est-ce que la métaphysique, est très précisément ce qui porte la vérité historiale de l'être dans la possibilité de son dire. Car cette liberté du sacrifice désenveloppe ceci. Il y a étant où l'étant est donné. Heidegger le souligne à la suite du passage tout juste cité de la postface. L'urgence est que la vérité de l'être soit sauvegardée, quoi qu'il puisse échoir à l'homme et à tout étant. Le sacrifice et le don prodigue, soustrait à toute obligation, parce que s'élevant de l'abîme de la liberté, de l'essence de l'homme en vue de la sauvegarde de la vérité de l'être pour l'étant. En ce sens donc, même si le don vient initialement et solennellement de l'être, la pensée essentielle ne saurait être à même ce don, simplement réceptive ou passive. Elle est vouée, fiée, dit Heidegger, répondante, passionnée, pour reprendre un mot de Simon Sipe, en ce qu'elle redonne à la vérité historiale de l'être son dire pour l'étant. Ce qui signifie ceci pour Heidegger: la pensée essentielle est singulièrement requise en ce qu'elle sacrifie l'étantité en ouvrant au lieu précédent de toute présence, au lieu où se dit la vérité historiale de l'être. Dire pré-expressif, où l'être se donne en se retirant au déploiement de la présence de ce qui est. Car, et telle est la responsabilité de la pensée essentielle, ce envers quoi elle est déjà gagée et engagée, je cite Heidegger, toujours dans la postface, le sacrifice est le départ de l'étant dans la marche pour la sauvegarde de la faveur de l'être. Le sacrifice est donc porté sur l'étant en ce qu'il ouvre à l'au-delà de l'étantité et en s'y arrachant, s'y séparant, s'y distanciant, expose et ouvre à la vérité historiale de l'être. Vérité historiale de l'être se donnant. Il expose, au-delà et en deçà de l'étant présent et de l'apparition de l'étant, non pas le fondement de l'étantité, mais l'avènement depuis lequel la présence sera provenue. Car le sacrifice, pour Heidegger, et là vous verrez que ce que j'essaie de faire, c'est de le lier à la question de la vérité, le sacrifice ouvre à cela qui, en se déployant et en advenant, se rétracte déjà de toute présence. Hier, j'ai donné 3 définitions du sacrifice. Voici peut-être la 4e. Sacrifier, c'est donner, mais c'est en même temps se retirer. C'est donner et retirer de ce don. La question sera, retirer quoi ? Qu'est-ce qui se retire ? Non pas qu'il désigne la remontée ou la reconduction du donné au don, comme si nous passions de l'étant au fondement de l'étant. Bien plutôt, le sacrifice fait apparaître, jusque dans le déploiement de l'étant, le lieu depuis lequel il sera l'étant arrivé en présence.
C'est dire rien de moins que ceci: le sacrifice répète et réitère l'adresse rétractive de l'Eragnis, et ainsi expose la pensée en l'engageant à la vérité historiale de l'être. Il commande donc à la pensée de toujours se tenir dans, je cite Heidegger, la trace matinale de l'Eragnis, ou dans son immémorial advenir, aussi une citation de Heidegger, dans le Der Spruch des Anaximander, ça donne l'appropriation et la dépropriation de temps et être, lieu précédent de toute présence. Or, le sacrifice rend visible la vérité historiale de l'être en sa rétraction et donne accès à sa dualité propre, cette dualité toujours déjà animée par le voilement et le dévoilement, le scellement et le décèlement, que Heidegger interprète toujours dans le double mouvement de la lété et de l'allété. C'est dire donc que le sacrifice, dans et par l'abandon qu'il inflige à l'étentité, ouvre à cette vérité historiale de l'être, car il demeure la modalité opératoire en et par laquelle cette vérité historiale peut être repérée en son retrait, aperçue en son repli, décelée en son scellement. Et c'est pourquoi Heidegger, toujours dans la postface, dit que le sacrifice se démarque par là même de toute économie, de toute calculabilité. Il exige, par de la toute fixité et détermination, la pensée à s'en remettre à la vérité historiale de l'être, en s'attachant à son adresse rétractive où s'approprie et se désapproprie temps et être. Heidegger nomme ce mouvement où le sacrifice ouvre à la vérité historiale de l'être, je cite Heidegger dans la postface, l'essence exodique du sacrifice. Pourquoi exodique ? Car le sacrifice porte la pensée à ne plus se fixer dans la détermination, en la poussant à se dire elle-même dans la dualité indéterminée de la vérité historiale de l'être. À dire à la fois, donc, son scellement et son décèlement. Ainsi donc, Heidegger a repensé le terme de sacrifice en lui donnant la fonction non plus d'élever le fini à l'infini, mais d'être le geste propre d'une pensée en ce que celle-ci se met à l'écoute de la vérité duelle, historiale de l'être, d'en être en quelque sorte la modalité opératoire du pensée rivé et tourné vers la dualité de l'Eragnis. C'est ainsi, comme le dit Heidegger, que le sacrifice Opfer, il utilise le mot Opfer, commande à la pensée de se dire en gratitude. Vous savez, le fameux jeu que Heidegger fait entre Denken et Danken, Denken. Et il appartiendra à l'homme d'honorer cette gratitude en inscrivant en tout donné la marque de sa donation. L'homme veillera ainsi à toujours penser à même le donner, cela qui demeure en retrait, en tout donné. D'où sa responsa, sa responsabilité, garder le scellement de la vérité historiale de l'être, en pensée par-delà tout donné présent. C'est précisément ce qu'entend ici Heidegger en conjuguant pensée, essence de l'homme, sacrifice, gratitude scellée et être. Je cite, c'est toujours dans la postface, dans le sacrifice advient la gratitude scellée, vergobene Dank, qui seul honore la bienveillance en vertu de laquelle l'être s'est transmis à l'essence de l'homme dans la pensée, afin que l'homme assume, dans la relation à l'être, la garde de l'être. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à dire sur Heidegger, mais je crois que je vais m'arrêter là. Parce que ça fait déjà 1h45 que je parle et il faudrait bien laisser un peu de temps
pour des questions s'il y en a. Donc je vais m'arrêter là, mais demain je reprendrai, parce que je vous ai promis une analyse du sacrifice. Et ce qui est très intéressant dans cette analyse du sacrifice dans Sein und Zeit, cette autre analyse du sacrifice, non pas le sacrifice tel qu'il se déploie dans le rapport du Mitsein, du Dasein et de l'autre Dasein, mais le sacrifice du Dasein lui-même, dont Heidegger ne dira pas qu'il est Opfer, mais que Heidegger inscrira comme Selbstaufgabe, donc encore une autre détermination du sacrifice. C'est pas se sacrifier pour l'autre, c'est là une Selbstaufgabe que nous allons interpréter comme une tâche, Aufgabe, du don, Gabe, de soi, Selbstaufgabe. Donc je vous ai promis ça et j'aimerais beaucoup vous la présenter. Et puis terminer également sur la postphase de qu'est-ce que la métaphysique, pour en venir à une question centrale pour Heidegger, celle du sacrifice tel qu'il se déploie au sein de la toute dernière pensée de Heidegger sur le quadripartie, et notamment dans la conférence de Brême intitulée « La chose », où Heidegger situe le sacrifice au centre du quadripartie. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour réserver. De toute façon, j'aurais jamais eu le temps de faire tout ça dans les 15 minutes qui nous restent, mais donc je vais réserver ça pour laisser un peu de temps, réserver ça pour demain, et je vais laisser un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup à vous pour cette conférence très, très dense, très riche, et qui s'est confrontée à la tâche ô combien difficile de lier temps et être et temps, donc au fil conducteur du concept de sacrifice, pour en faire émerger la présence au fond tout au long de son chemin, et même comme le liant de ce chemin d'une certaine façon. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les poser. Si vous en avez, j'en aurai moi-même quelques-unes, mais